C'est déjà la troisième session de Paris J'écris. Elle est dédiée à une question qu'on m'a posée la fois dernière sur pourquoi écrire, qui est une question très intéressante puisque d'une part, j'avais pas, quand on me l'a posée, de réponse toute préparée à sortir de ma manche. Et ensuite, c'est assez intéressant puisque ça questionne l'essence même de la littérature en fait. Et en fait, la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, j'avais, comme ça, de manière très cavalière, avancé qu'on ne pouvait pas écrire dans l'espoir que ça nous comble de bonheur ou de gloire. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi et vous donner quelques éléments de réponse positifs pour vous dire vraiment pourquoi écrire. Euh, déjà, je vais me représenter. Je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain et j'ai fondé une formation à la création littéraire qui s'appelle Écrire pour apprendre aux jeunes écrivains à écrire leur premier roman. Il y a mes contacts Twitter et mail si vous avez des questions. Déjà, pourquoi écrire, il me semble, on écrit d'abord parce qu'on lit et qu'on a lu. Et pour moi, la littérature, c'est un dialogue entre les livres. Et les écrivains écrivent d'abord pour se mesurer à d'autres écrivains ou écrire dans la marge des livres qu'ils ont lus. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, il y a plein de livres que je lis, je me dis, oh, quel dommage, pourquoi ils ont pas profité de ce détail pour faire un chapitre entier sur ce petit élément qui est hyper important, hyper intéressant à montrer, à détailler et qui vaudrait une digression. Et l'auteur, distrait ou pressé ou paresseux, n'a pas vu l'intérêt de ce passage éventuel et suit le fil de son inspiration et loupe un passage en fait. Ou, euh, ou alors l'écrivain est vraiment mauvais et le livre est dans l'ensemble mauvais, mais moi j'estime que même dans les mauvais livres, il y a quand même quelque chose à sauver, ne serait-ce qu'un détail comme ça qu'il a laissé passer sans s'apercevoir que c'était quelque chose d'intéressant. Et ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant de lire des mauvais livres. Et aussi pour avoir des contre-exemples euh, et voir les défauts de manière extrêmement visible. Euh, Puisque chez les bons auteurs, c'est un peu plus diffus, un peu plus moiré. Donc c'est moins aisé à décrypter. Et parlons aussi des bons auteurs, euh, puisque moi j'estime que l'art imite l'art avant d'imiter la nature, et, euh, et qu'on écrit aussi pour se mesurer à des génies ou à des gens d'exception. Et voilà, c'est une sorte de dialogue de génération en génération d'écrivains qui s'installent à travers leurs œuvres. Euh, il y a comme ça des sensibilités qui se répondent. Un écrivain comme Charles Dantzig, qui est très stendhalien, on peut observer dans ses livres les réminiscences d'une sensibilité stendhalienne ou de ses lectures de Proust, etc. etc. Et c'est une sorte de palimpseste. Chaque livre écrit sur les livres qui les précèdent. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça rajoute en niveau de signification et d'interprétation. Et après, ça donne du labeur aux universitaires pour des thèses ou des travaux très savants et que je trouve très, très ennuyeux. Mais si ça les intéresse. Euh, cette image pour vous dire un peu, moi, mon a priori quand je me suis lancé dans l'écriture, c'est
bien sûr, je ne me préoccupe pas du lecteur, je ne me préoccupe de rien, je suis seul au monde et j'écris pour moi, pour m'exprimer, pour trouver en moi des trésors d'imagination. Et voilà, je suis très content, je suis sur mon île déserte et, euh, et j'y trouve des trésors. C'est un peu court, euh, à la fois comme explication et à la fois comme vision de la littérature. Et je vous expliquerai pour toi pourquoi bientôt. Euh, Julien Gracq expliquait que lui, quand il a commencé à écrire, c'était au début pour trouver sa voix et un peu tester la portée de sa voix à partir de l'écho que le livre lui en retournait. Et c'était autant on peut écrire pour, euh, pour défier les écrivains qui nous précèdent, en quelque sorte, autant là, c'est un défi personnel qui se lance à lui-même pour voir l'étendue de son potentiel et jusqu'où euh, il peut aller dans la création. Mais même là, ça suffit pas, parce que un livre, c'est pas c'est pas comme une sculpture, ça n'existe pas en soi. Il faut qu'il soit lu pour exister, et ça, je vais y revenir. Donc, on peut commencer par cette illusion qui est pleine de fraîcheur et qui pleine d'allant et qui est très sympathique, mais faut pas s'arrêter à ça, sinon c'est ce que j'appelle le stade anal de la littérature, c'est on s'ébahit devant ses propres prouesses imaginatives et souvent c'est assez mauvais parce qu'on n'ose pas euh, tuer ses chéris comme disait Hemingway et que l'écriture devient une complaisance à la fin. Et, et c'est pas un littéraire, c'est un cinéaste, Andrei Tarkovsky, qui est pour moi l'un des génies du cinéma au XXe siècle, et qui a écrit un livre qui retrace son parcours en tant que cinéaste, qui s'appelle Le Temps scellé, qui est une référence bien sûr à Proust. Et lui, il explique qu'il ne peut concevoir l'art comme, que comme une simple expression de soi, puisqu'il a une conception quasi mystique de l'art. Il considère que l'artiste est un miraculé, c'est une sorte de don divin. Et si ce don ne sert qu'à s'exprimer et pas au-delà de l'expression personnelle, à essayer de toucher l'autre, à essayer de provoquer une communion des sensibilités, il trouve que c'est un art vain qui n'a pas d'intérêt, enfin qui est en tout cas très limité. Euh, autre possibilité de raison d'écrire, de nos jours, j'entends beaucoup le discours qui voudrait que l'écriture soit une sorte de supplétif au développement personnel. Et des gens très sérieux vous expliquent comment par l'écriture retrouver d'abord le plaisir des mots et le plaisir d'écrire et comment tout cela devrait vous débloquer des complexes, éviter 20 ans de thérapie. Et je pense qu'il faudrait mieux faire une thérapie plutôt que d'écrire. C'est plus cher, mais je pense que c'est plus efficace. Et là, c'est une image de l'adaptation au cinéma du Festin nu de Burroughs par Cronenberg. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très bon film. Et commencez par ce film avant de lire le livre, parce que le livre est incompréhensible et c'est fait pour. Il n'y a aucune linéarité, il y a très peu d'histoire. Et Cronenberg arrive très bien à donner la structure à tout ça. Fin de la parenthèse. Je retourne sur une autre citation de Tarkovsky qui dit qui a dit que notre vie sur Terre était faite pour le bonheur et non pour quelque chose de plus important. Comme il a cette conception très puriste de l'art, pour lui, l'artiste
et même au-delà de l'artiste, toute personne ne devrait pas se limiter à cet objectif de bonheur qui est pour lui quelque chose d'assez matérialiste, d'assez petit bourgeois. Et à quoi bon le bonheur? Et en fait, le bonheur n'est dans cette recherche matérialiste du bonheur, le bonheur est considéré comme une sorte de récompense. Si vous si vous menez une vie comme il faut, alors vous devrez être heureux. Mais cette conception matérialiste, pour lui, ne s'intéresse pas au vrai problème, à l'essence de l'être humain, et ne s'intéresse pas à la résolution de conflits internes, intellectuels, métaphysiques, spirituels. Et tant que l'homme ne s'intéresse pas à ça, il ne pourra pas être heureux. Et, et de toute manière, pour lui, le bonheur est dépassable. Et au-delà du bonheur, je pense qu'il recherche c'est la quête du sens, la quête de pourquoi est-on sur Terre. Voilà, c'est ça. C'est un cinéaste très métaphysique. Je vous recommande de regarder ses films. Si vous arrivez à ne pas dormir avant la fin, c'est un cinéaste très contemplatif, très lent. Des films que j'ai vus de lui duraient 3 heures. Voilà, mais c'est magnifique. Et là, pour le coup, il laisse toute la place au spectateur pour imaginer ce qu'il a voulu exprimer à travers ses cadres, ses plans, ses images. Et en tout cas, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. La gloire, maintenant. Donc, vous avez tous reconnu Paris Hilton. C'est très cliché, mais c'est très parlant en même temps. On est dans un pays où la littérature est un prestige. Parce qu'on est un pays très littéraire qui, depuis Victor Hugo, depuis Balzac, la statue de l'écrivain en France est très recherchée. Et donc, ça attire beaucoup, l'écriture, la littérature attire beaucoup de poseurs qui recherchent le prestige pour faire bien dans les dîners en ville. Et bien sûr, c'est un peu court comme vision de la littérature. Il ne faut pas confondre prestige, célébrité et gloire. Donc le prestige, c'est ce côté un peu je fais plaisir à ma maman, et elle peut dire que son fils est écrivain, et tout le monde est content, mais tout le monde s'en fiche. Et à la limite, ça fait plaisir à votre mère d'avoir un fils écrivain, pourquoi pas. La célébrité, c'est le symbole de Paris Hilton, devenir célèbre sans rien faire. C'est pas non plus le but de l'écrivain, même si son but c'est d'être lu par le plus de monde. C'est une sorte d'à côté d'épiphénomène, plus que comme un vrai but. D'autant plus que la plupart des écrivains ne sont pas célèbres et personne ne les lit. Par leurs proches, vous ne faites pas d'illusions. Et ceux qui sont les plus lus ne sont pas les plus littéraires. Voilà. Et enfin, la gloire, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est l'illusion que vous serez lu dans 300 ans, alors que plus personne ne saura où on vous a enterré. Et en soi, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette idée d'écrire pour être lu dans 300 ans et de se mesurer en termes de longévité à des gens comme Shakespeare. Bien sûr qu'il y a très peu de chances que vous soyez nouveau Shakespeare, mais pour autant, essayez. Si vous n'êtes pas un génie, peut-être que vous serez un très bon écrivain, et ce sera très bien déjà. Mais voilà, je ne pense pas qu'il faille se cantonner dans une posture de faux modeste. Oh, mais non, je suis très peu de choses. Lisez-moi, mais vous savez, ce n'est qu'un petit livre. Moi, ce genre de discours m'exaspère parce qu'il n'y a pas plus mégalo qu'un écrivain. Si l'écrivain, c'est aussi pour se survivre à travers la littérature. Et
et espérer donner un sens à sa vie par la littérature, et voilà. Mais ceci dit, moi ça me fait une belle jambe de savoir que dans 300 ans on me lira. Ça me touche pas, quoi. Je préférais l'avoir maintenant, cette gloire. Mais j'y reviendrai. Donc, en gros, on ne peut pas écrire que pour soi, ni que pour le bonheur, ni que pour la gloire. Alors, pourquoi donc écrire? Je vais faire une digression sur quelque chose que vous connaissez sans doute, qui est la pyramide des besoins, qui a été élaborée à partir d'un article très fameux d'un psychologue américain qui s'appelle Abraham Maslow. Et son article, c'est A Theory of Human Motivation, qui date de 1943. En gros, il essaye d'analyser les différentes étapes ou les différentes échelles de motivation dans l'être humain, du niveau le plus bas et viscéral au niveau le plus élevé et spirituel. Et il commence par les besoins physiologiques qui sont pouvoir respirer, manger, boire, dormir, comme tout animal en fait. Ça, c'est plutôt la survie de l'être humain qu'une vie spirituelle épanouie. Ensuite, il y a le besoin de sécurité, donc pouvoir dormir sous un toit tous les soirs, avoir une vie stable. Ça, c'est un peu mieux, mais c'est se lever tous les matins pour juste s'assurer qu'on a toujours un toit sous lequel s'endormir le soir, c'est pas très épanouissant. Ensuite, il monte encore d'un niveau et il parle de besoin d'appartenance et d'amour. Donc là, déjà, on s'oriente vers ce qui pourrait se rapprocher du bonheur, complété par le besoin d'estime, avec la reconnaissance de nos pairs, quelque chose qui ressort de l'amour-propre, en fait. Et enfin, sommet de la pyramide, les besoins d'accomplissement de soi. Donc, en gros, ce qui vous fait croire en un sens de la vie. La vie n'a pas de sens à part le sens qu'on lui donne. Et c'est ça, ce besoin d'accomplissement de soi. Ça peut être fonder une famille, ça peut être écrire un livre, enfin, écrire plusieurs livres qui feront une œuvre qui peut-être survivra et nous survivra. Ça peut être des choses beaucoup plus prosaïques comme devenir milliardaire et devenir de nouveau Steve Jobs. Et voilà, c'est des choses tellement énormes en fait que on espère que elles pourront s'extraire de notre vie individuelle et nous compléter, nous donner un sens et éventuellement nous survivre. C'est aussi assez mégalo là aussi. Donc voilà, en gros, moi j'ai structuré ça en trois grands étages. L'étage le plus bas qui est la vie et la survie, pas très intéressant. L'étage intermédiaire qui est le bonheur, qui est pas mal, hein, je ne suis pas contre le bonheur. Et l'étage supérieur qui moi m'intéresse, qui est l'art. Enfin, qui est l'art ou d'autres manières de donner un sens à sa vie. Ça peut être un bénévolat, par exemple, aider les autres. Vous avez tous reconnu Sartre, qui dit dans un livre qui m'a beaucoup inspiré pour cette présentation, qui est Qu'est-ce que la littérature? Donc le deuxième chapitre s'appelle Pourquoi écrire? Et dans ce chapitre, il a cette phrase: la réalité humaine est dévoilante. Donc je vous passe toutes les subtilités philosophiques, mais en gros, la nature n'a pas de sens par elle-même. Et c'est l'être humain en attestant de sa réalité qui va lui en donner un. Et c'est pour ça qu'il dit que la nature humaine est dévoilante. C'est par l'expérience de l'être humain que les objets, les choses, la nature atteignent un statut d'être. Le problème,
c'est que si nous dévoilons la nature, nous demeurons inessentiels par rapport à elle. À savoir que si on passe dans la chambre à côté, il est bien sûr évident que la chambre où on est actuellement va pas cesser d'exister. On n'est pas dans comme ça, une phénoménologie absolutiste qui voudrait que le monde n'existe qu'à travers notre regard. De sorte que nous sommes totalement gratuits en ce sens où on n'a pas un rôle par rapport à cette nature. Et en fait, elle a une existence indépendante indépendante à la nôtre. De sorte que pour Sartre, en fait, l'enjeu et la motivation principale de toute création artistique, c'est comment, en créant, retrouver quelque chose, une essentialité, et devenir essentiel par rapport à la nature, par rapport à notre acte créateur. Et en gros, passer du rôle de témoin à celui de créateur. Du rôle comme ça, d'être passif, réceptif, tout à fait indépendant de la nature, à quelque chose de beaucoup plus actif. Le seul problème, qu'il analyse très bien dans son livre, c'est que vous êtes très content, vous avez l'impression d'avoir tout pouvoir sur votre livre quand vous le créez, quand vous écrivez, vous inventez des personnages, un chat qui part dans l'espace, que sais-je. Et le problème, c'est qu'une fois fini, vous avez 200, 300, 400 pages qui font un roman. Sauf que ce roman, en fait, vous ne pouvez pas le lire, vous ne pouvez jamais que le relire. De sorte que, en fait, vous ne pouvez pas dévoiler et produire en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous dévoilez un aspect de la condition humaine qui sera le fondement de votre livre, mais vous pouvez pas le découvrir comme un lecteur euh, qui arrive avec un œil neuf sur votre texte. De sorte que quand vous êtes face à votre livre, vous ne voyez que les procédés, que les hésitations, que les doutes, que les regrets éventuels sur telle tournure de phrase, telle construction de personnage. Et en fait, vous ne voyez que une sorte de continuum de phrases chargées de votre subjectivité, mais par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à vous placer. En fait. Vous ne pouvez pas juger votre livre, vous manquez de recul, vous êtes encore dedans, et même après les séparations successives qui sont l'envoi à l'éditeur, le passage chez l'imprimeur, le livre en librairie, c'est un processus qui est lié à l'accouchement, en fait. C'est une distanciation progressive par rapport à votre création, mais il y a quand même un lien qui reste et qui vous empêche de découvrir, en fait, et de comprendre ce que vous avez écrit. De sorte que, en fait, vous vouliez créer du sens et vous rendre essentiel par rapport à votre création en écrivant, et vous vous retrouvez frustré parce que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous est à la fois très proche et à la fois très, je dirais pas hermétique, mais très fermé. C'est pas quelque chose de, je sais pas si c'est très clair, mais c'est assez frustrant que moi je l'ai ressenti après la publication de mon premier roman. Vous savez pas quoi en penser, en fait, de votre livre. Vous pouvez être satisfait de telle phrase, de telle image, de tel rythme dans un paragraphe, mais vous n'avez pas la vision d'ensemble ou la compréhension intuitive qu'en aurait tout lecteur, en fait. Et c'est pour ça que Sartre, en fait, dit qu'un objet littéraire, c'est comme une toupie. C'est quelque chose qui n'existe qu'en mouvement.
dans ce sens où le livre n'existe que lu. Et c'est pour ça, je reviens au début de la présentation sur les limites de cette illusion de croire qu'on écrit pour soi. Personne n'écrit pour soi. Déjà parce que ce serait se mentir, parce que tout écrivain veut être lu. Et ensuite, tout livre non lu n'existe pas. Là, pour le coup, contrairement à la nature, où quand vous ne la percevez pas par vos sens, elle n'en existe pas moins. Là, le livre, bien sûr, il existe toujours matériellement comme succession de phrases, mais en fait, le livre n'est pas une succession de phrases, c'est au-delà de ça, c'est un sens. Et le sens n'est dévoilé que par la lecture opérée par le lecteur. Et c'est pour ça que Sartre dit qu'il n'y a d'art que pour et par autrui, en opposition avec ce fantasme d'écrivain dans sa tour d'ivoire, si vous me permettez les clichés, ou d'écrivain nombriliste qui n'écrit que pour soi et que pour s'auto-dévoiler, en quelque sorte. Sartre explique que un livre n'existe que comme rencontre, en fait. C'est une sorte d'interface entre deux sensibilités, la sensibilité de l'auteur et la sensibilité du lecteur. Et cette interface va créer du sens. Et c'est le sens, en fait, qui est le propre du livre. C'est pas l'objet matériel, ça, on s'en fiche. Il y a une conception de l'art pour l'art qui a été rendue célèbre par Théophile Gautier dans sa préface à Mademoiselle de Maupin, que critique un peu Sartre. Il trouve surtout que c'est maladroit. En fait, l'art pour l'art, c'est une manière de dire nous, écrivains, nous ne sommes pas tributaires de la propagande, d'une idéologie, d'un parti, d'une religion. Et la littérature n'a pas vocation à être partisane et à défendre une cause. Ce qui un peu raccourci tendrait à faire croire que le livre en tant que tel se suffit à lui-même et n'a pas besoin de lecteur, ce qui est totalement faux. Sartre préfère de beaucoup l'expression de Jean Genet qui considère en fait comment dire, la position de l'auteur qui laisse le lecteur s'emparer du livre sans lui imposer quelque parti pris que ce soit, et encore moins son propre avis, sa propre opinion. Jean Genet estime que c'est une politesse qu'on fait au lecteur en écrivant de la manière la moins partisane et en lui laissant la liberté de créer sa propre opinion. Pour résumer, et ça c'est quelque chose que je crois profondément, moi je vois vraiment la littérature comme une interface qui permet de connecter des sensibilités entre elles, l'auteur, le lecteur, les lecteurs entre eux par des discussions sur les livres qu'ils ont lus. C'est un processus dans lequel entre la critique littéraire. Le problème de la critique littéraire, c'est qu'à l'origine, c'était une tâche que prenaient à charge les écrivains eux-mêmes. Au XIXe siècle, énormément d'écrivains étaient journalistes. Pour ne citer que lui, Baudelaire était critique d'art et l'un des meilleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on a, je ne sais pas pourquoi, laissé cette tâche à des journalistes qui ne savent pas écrire, la plupart du temps, enfin en tout cas pas de manière littéraire. De sorte que l'intermédiaire de ces médias pour donner du sens aux œuvres et faciliter leur diffusion
est un peu biaisé puisque enfin, si vous lisez des critiques littéraires, vous savez mieux que moi, il y a une sorte de perte de sens dans la critique littéraire qui n'est plus qu'une recension de livre, un vague résumé, un copier-coller de l'argumentaire envoyé par l'attaché de presse et c'est tout. Et, euh, et c'est dommage parce que le critique a quand même vocation, d'une part, de donner une forme au corpus littéraire contemporain et ensuite d'être un passeur entre l'auteur et les lecteurs. Et c'est pour ça que peut-être grâce à Internet, les auteurs et lecteurs pourraient rentrer directement dans un dialogue constructif sans passer par des intermédiaires. Et pour vous résumer les choses, la lecture, c'est ce qui se passe à l'intersection des deux cercles, chacun représentant l'un des deux protagonistes, l'auteur et le lecteur. Et de la lecture de l'œuvre, le sens est créé, qui est euh, un peu dû à l'auteur, mais qui lui échappe, puisqu'il n'arrive pas à se lire. Et c'est pour ça que je considère vraiment le lecteur comme un co-créateur du livre. Et c'est aussi pour ça que j'estime que, et ça c'est quelque chose dans laquelle j'insiste beaucoup dans ma formation, c'est qu'en écrivant, il faut vraiment faire confiance au lecteur et lui laisser de quoi respirer en fait. C'est arrêter de lui prendre pour un abruti en gros et faites-lui confiance. Voilà. Si vous voulez plus de précision, je vous conseille de lire les livres de Sartre et de Tarkovsky que je cite ici. Qui sont vraiment très intéressants, assez abordables, qui moi m'ont beaucoup inspiré, et pour cette présentation, et pour ma réflexion de manière générale sur la littérature. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, des doutes, des contradictions à apporter? Oui. Bah, c'est c'est tout le problème en fait. On ne peut pas savoir. Il faut. Pour employer un autre cliché, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Vous espérez qu'elle arrive en bon état et que tout le texte soit lisible et compréhensible. Mais il y a énormément de facteurs que vous maîtrisez pas, ne serait-ce que l'humeur du lecteur au moment où il vous lit. Moi-même, je le ressens. Hein. Parfois, je suis pas dans le bon état d'esprit parce que je suis énervé, parce que je viens de sortir d'un métro bondé ou que sais-je. Et parfois c'est une incompatibilité de caractère et ça, on n'y peut rien. Moi, vous me faites lire du Welbeck, je peux pas. Je veux bien y reconnaître deux, trois qualités, mais je comprends pas pourquoi il est autant lu. Euh, et voilà, c'est comme ça. Et peut-être que je me trompe, peut-être que tout le monde se trompe et qu'il n'y a que moi qui ai raison, je ne sais pas. Euh, J'espère un jour j'arriverai à finir un de ces livres. Mais vous ne pouvez pas savoir, vous pouvez que faire confiance. Et Sartre dit que c'est un appel à la liberté du lecteur. C'est une liberté créatrice qui est celle de l'auteur et la liberté d'interprétation qui est celle du, du lecteur. Si vous essayez de forcer la liberté du lecteur, qui est celle d'interpréter ce que vous dites comme il le veut, vous arrêtez d'avoir cette politesse dont parlait Genet. Et les bons lecteurs vont se braquer parce qu'ils vont avoir l'impression, à juste titre, que vous les prenez pour des cons. Et les mauvais lecteurs, ceux qui sont un peu paresseux et qui aiment qu'on les prenne par la main, je persiste à croire qu'ils auront quand même l'impression que le passage est forcé
Mais ça, voilà, il y a autant d'expériences de lecture qu'il y a de lecteurs. Donc c'est très dur. Après il y a des données objectives qui font qu'un livre est bon et qu'un livre est mauvais. C'est le cliché, le sujet de la rencontre précédente. C'est une propension à ne pas expliquer. Donc là aussi, ça revient à faire confiance au lecteur. Mais c'est le problème, enfin, c'est le problème de tout art, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Chaque livre est une exception. Chaque livre crée ses propres règles parce que c'est une réponse à un problème formel. Et de sorte que c'est pas parce que vous avez écrit déjà un livre que le prochain sera plus facile. Chaque livre amène son lot de difficultés, son lot d'obstacles qu'il s'agit de dépasser, de surmonter. Mais voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Il y a un défaut très présent, très fréquent, c'est l'explication d'état d'âme. Vous avez un personnage, il est triste, il est gai, peu importe. Et là, vous avez la pancarte à destination du lecteur pour lui expliquer pourquoi il est gai, pourquoi il est triste. Et souvent en plus, c'est là où moi je suis frustré en tant que lecteur. Ce n'est ni une digression géniale, qui est une sorte de coup de maître de l'auteur qui comme ça, d'une prémisse très vague, d'un état d'âme, va vous construire tout un passage sur plusieurs pages pour vous dérouler tout un paysage émotionnel et vraiment vous mettre à la place du personnage sans vous l'expliquer. C'est à vous quand même de décoder le paysage, de le dévoiler, mais il vous le fait ressentir. Et à l'inverse, ça pourrait être une ellipse géniale qui en très peu de mots, vous fait percevoir une émotion subreptice qui est arrivée sur le visage du personnage. Et sans le dire, et on comprend à la réaction d'un autre personnage que cette émotion est passée. Et c'est une fois passée qu'on s'en rend compte. Et du coup, vous essayez d'aller à contre-courant du fil linéaire de la lecture. Et je trouve que quand c'est réussi, c'est très réussi en général. J'avais écrit un billet de blog, je pourrais vous l'envoyer justement sur l'ellipse. Moi, j'encourage aux ellipses parce que c'est pas quelque chose qui est spontané chez des écrivains débutants. Ils ont tendance à avoir peur qu'on les comprenne pas justement et à expliquer. Et donc du coup, très souvent, c'est ni une ellipse ni une digression géniale. C'est quelque chose entre les deux qui a un grand défaut, c'est que c'est flou en général. C'est en voulant expliquer quelque chose, un état d'âme, l'écrivain débutant un peu maladroit confond l'art et le flou artistique.